Donc, comme vous pouvez voir à l'écran, la première slide, donc cannabis et vapotage, conséquences sur les maladies pulmonaires. Donc, mes conflits d'intérêts sont écrits ici, mais par rapport en tant que tel au vapotage et au cannabis, je n'ai pas de conflit d'intérêts. Donc, les objectifs de la présentation cet après-midi, ça va être d'analyser les données épidémiologiques de la consommation du cannabis et du vapotage, d'expliquer les effets du cannabis sur la santé respiratoire, ainsi que d'expliquer les effets du vapotage sur la santé respiratoire également. Donc, pour vous mettre un peu dans l'ambiance, là, on a quelques questions pré-test. Donc, première question, lequel énoncé est vrai? A. L'effet recherché du cannabis pris de façon récréative provient du cannabidiol. B. L'effet du cannabis est plus long s'il est ingéré plutôt que fumé. C. Le cannabis est la troisième plus importante substance illicite utilisée mondialement. Et D. La combustion du cannabis produit moins de produits toxiques que le tabac. Donc, je vous laisse réfléchir un petit 10 secondes avant que je vous donne la réponse. Donc, la seule bonne réponse, en fait, c'est l'énoncé numéro B. L'effet du cannabis est plus long s'il est ingéré plutôt que fumé. Puis, on va en parler durant la présentation, bien sûr. Deuxième question, encore une fois, c'est lequel est vrai? Donc, A, le cannabis ne cause pas de symptômes de bronchite chronique. B, le cannabis a un effet immédiat bronchodilatateur. C, lorsque le cannabis est la cause d'une obstruction à la spirométrie, cette obstruction vient du fait d'une chute du VMS par rapport à la CVF, donc des termes un peu plus techniques là, qui réfèrent à des spirométries, là, des tests quand on souffle dans les machines. D, le risque de MPOC augmente considérablement lorsqu'un individu cumule plus de 10 joints par année. 10 joints année, en fait. Donc, je vous laisse un 10 secondes pour réfléchir encore une fois. Donc, la bonne réponse ici, c'est le cannabis a un effet immédiat bronchodilatateur. Donc, autrement dit, après une prise de cannabis, là, le premier effet que ça va faire, c'est que ça va dilater les bronches. Les gens vont avoir l'impression de respirer un peu mieux. On va en parler aussi durant la présentation. Et troisième et dernière question, lequel est faux? A, le vapotage peut causer des symptômes de bronchite chronique. B, le vapotage peut aider à la cessation tabagique. C, le vapotage pourrait occasionner une MPOC. Et D, au Québec, il y a plus de vapoteurs que de fumeurs. Donc, la bonne réponse ici, c'est D. Au Québec, il y a plus de vapoteurs que de fumeurs. C'est faux. En fait, il y a plus de fumeurs que de vapoteurs. On va aussi y revenir durant la présentation. Donc, la première partie de la présentation, c'est sur les données épidémiologiques du cannabis et du vapotage. Donc, un peu de généralité là-dessus, c'est que l'utilisation du cannabis est en augmentation dans le monde. C'est la substance illicite la plus utilisée. On parle d'environ 4 % de la population mondiale. C'est légalisé en Uruguay, au Canada et dans certains États des États-Unis. Donc, le Canada, quand on a légalisé ça en 2018, on était très avant-gardiste, si on veut. Et c'est toléré et ou décriminalisé dans plusieurs pays d'Europe, comme aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, en Suisse et en Italie. Ici, on voit des courbes, là, un graphique de la consommation du cannabis au Canada en 2022. Donc, ce qu'on observe, c'est la consommation de cannabis au cours des 12 derniers mois par sexe et par groupe d'âge. Donc, ce qu'on voit du côté gauche du tableau, c'est que la proportion d'individus qui fument, qui utilisent du cannabis là, entre 2021 et 2022 a peu changé. Ce n'est pas des changements significatifs. Donc, il y a plus d'hommes que de femmes qui en utilisent. Mais entre les 2 dernières années, 2021 et 2022, il n'y a pas eu grand changement. Et quand on regarde par rapport au groupe d'âge, on voit que les jeunes sont vraiment ceux qui en utilisent le plus. Là. On parle de 50 % des jeunes de 20 à 24 ans, 37 % chez les jeunes de 16 à 19 ans. Puis après ça, on a un grand groupe de 25 ans et plus, mais ça équivaut au quart de la population. Puis on voit également qu'entre 2021 et 2022, la consommation est restée assez stable. Quand on regarde la consommation par rapport à la fréquence au cours des 12 derniers mois, on voit complètement à gauche du tableau que la majorité des gens qui consomment du cannabis, c'est des consommateurs occasionnels, donc moins d'un jour par mois pour environ presque 35 % des gens. Puis quand on regarde complètement à droite du tableau, on voit la dose quotidienne, donc les gens qui en prennent à tous les jours, on parle environ un utilisateur de cannabis sur 5 à peu près. Puis ensuite de ça, on a les différentes déclinaisons. Donc la majorité des gens finalement qui en prennent, c'est soit des gens qui l'essayent pour essayer ou encore des gens qui peuvent en prendre plus régulièrement. Au Québec, plus précisément, ce qu'on observe, encore une fois pour la consommation, quand on regarde entre 2018, 2019 et 2021, ça c'est les différents rectangles que vous voyez pour chaque groupe d'âge. Donc 2018, c'est le bleu foncé et 2021, le bleu pâle.
mais on remarque encore une fois que la majorité des consommateurs, c'est des plus jeunes, là, de 25 ans et moins. Puis on voit qu'au courant des années, la consommation aussi est assez stable. Les chiffres qu'on voit, il n'y a pas nécessairement de changement significatif. Mais on voit que chez les plus âgés, si on veut, là, les 55 ans et plus, bien, la consommation tend à augmenter depuis 2018. Donc peut-être des gens qui sont peut-être plus curieux avec l'avènement là, de la SQDC, par exemple. Par rapport aux produits de vapotage, il y a une enquête qui a été publiée au Québec en 2020. Donc, on estime que 12 % des personnes de 15 ans et plus fument la cigarette et 4 % vapotent. Et la grande majorité des vapoteurs ont moins de 25 ans, donc c'est vraiment plus les jeunes, les adolescents, les jeunes adultes, alors que les fumeurs de cigarettes sont proportionnellement plus nombreux entre 25 et 64 ans. Donc, autrement dit, il y a plus de... La vapoteuse, c'est plutôt les jeunes qui l'utilisent, puis la cigarette, c'est les gens qui sont, si on veut, plus vieux, en tout cas, plus vieux que 25 ans. Deuxième partie maintenant, on va rentrer dans le cannabis et la santé respiratoire. Donc un peu l'effet du cannabis sur les poumons, entre autres. Donc un peu de généralité sur le cannabis. Donc le cannabis, en fait, les substances actives, c'est les cannabinoïdes. Donc il y a différentes composantes chimiques. Les deux plus importantes, si on veut, là, dont les effets sont recherchés, il y a le fameux THC, qui est la substance qui est psychoactive, qui peut faire de la bronchodilatation. Puis il y a le CBD, le cannabidiol, qui est la substance qui est plutôt anxiolytique, donc qui va diminuer l'anxiété et qui va moduler les effets du THC qui peuvent être très perturbatrices, si on veut. Donc, cette substance-là, lorsque inhalée au niveau du pulmonaire, est rapidement absorbée. Donc, l'effet va survenir en quelques secondes à quelques minutes. La durée va être de 2 à 3 heures. Puis la biodisponibilité, donc le fait que la substance rentre dans le corps et qu'elle devienne active, là, va être de 2 à 56 %. Donc, ce n'est pas une substance que 100 % des substances chimiques vont réagir au niveau du corps. C'est un petit pourcentage. Et la biodisponibilité va dépendre de la durée de l'inhalation, quand on inhale le cannabis, et la profondeur de l'inhalation. Donc, si on l'envoie très loin au niveau pulmonaire. En ce qui concerne le cannabis, quand il est ingéré, l'effet va apparaître plus tardivement, donc en 30 minutes à 3 heures, et la durée va être beaucoup plus longue, de 4 à 12 heures. Donc, les gens qui consomment du cannabis, par exemple, avec des aliments qu'on peut acheter à la SQDC, comme des choux-fleurs ou des brocolis, ou qui sont des muffins aux potes, par exemple, là, mais l'effet, il ne faut pas s'attendre qu'il soit instantané. Donc, si les gens veulent avoir un trip avec ça, il faut vraiment qu'ils se pensent que ça va être long, qu'il faut qu'ils attendent. Il ne faut pas qu'ils en consomment plus parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas d'effet, sinon ils peuvent avoir beaucoup d'effets secondaires de cette substance-là. D'autres généralités, en fait, la marijuana, ça vient d'une fleur ou de la feuille séchée du cannabis sativa. On a les exemples à droite là, des feuilles. L'effet recherché et ressenti vont être similaires un peu à l'effet de l'alcool ou à d'autres substances. Donc, les gens vont rechercher souvent de l'excitation, sensation d'euphorie, de distorsion sensorielle, de sédation également et des fois même pour la somnolence, pour plus s'endormir. Les effets secondaires de la marijuana, ça va être d'abord la bouche sèche. On peut avoir de la rougeur oculaire également, des nausées, des vomissements. On peut se sentir fatigué, on peut avoir des hallucinations, se sentir étourdi, avoir des sensations de paranoïa et même d'anxiété. Donc, c'est pour ça qu'il faut, les gens qui prennent ça, souvent ils se connaissent ou ils essaient de ne pas trop en prendre parce que quand on en prend trop, on peut vraiment avoir des effets secondaires importants puis avoir des fameux bad trips, comme on dit dans le langage commun. Donc ici, on voit différentes façons de consommer du cannabis. C'est pas pour vous inciter à en prendre puis vous montrer comment faire, c'est juste pour vous parler des différentes façons qui existent. Puis dépendamment des façons, il y en a qui sont plus néfastes pour le poumon que d'autres. Fait que les gens qui veulent vraiment prendre du cannabis puis qui veulent essayer de protéger leur poumon en même temps, la pire chose à faire, c'est du cannabis fumé. Un peu comme la cigarette, là, tout produit de combustion entraîne des dommages pulmonaires. Puis donc, il faut éviter de le fumer. Idéalement, c'est de le prendre ingéré, en fait. C'est lui qui a le moins d'effets néfastes au niveau pulmonaire parce que même les vaporisateurs ou les cigarettes électroniques peuvent causer des problèmes. Ça, on va y revenir un peu plus tard. Puis ça, ici, on a un tableau qui nous montre les avantages et inconvénients, encore une fois, de chaque façon de faire. Puis comme je vous ai mentionné, en fait, ce qu'il faut éviter quand on consomme du cannabis, c'est vraiment idéalement de le fumer, de pas le fumer et de pas l'inhaler par des cigarettes électroniques, mais c'est vraiment de le prendre par la bouche, là, de l'ingérer. C'est ça qui a le moins d'effets néfastes au niveau respiratoire. Donc, les effets pulmonaires du cannabis, quand on le compare au tabac, typiquement, les gens qui consomment du cannabis fument moins en termes de quantité de cannabis que du tabac. On fait beaucoup plus de tabac, de cigarettes, que de cannabis. La technique est différente également de consommation. Là, le cannabis va être souvent inhalé plus profondément au niveau pulmonaire qu'une cigarette et le temps inhalé va être plus long. On va garder la substance plus longtemps au niveau du poumon. L'autre chose qu'on constate, c'est que les produits chimiques toxiques de la combustion, autant
composants du cannabis que de la cigarette là, vont être les mêmes. C'est que c'est les mêmes produits néfastes. Et les atteintes respiratoires théoriques, en fait, devraient être similaires à peu près. Donc ici, on a une étude là, qui vient d'un journal prestigieux de médecine qui a été publié en 1973. Donc ça fait longtemps finalement que les chercheurs quand même s'intéressent un peu à ça. Puis on regardait ici l'effet d'une inhalation de marijuana, en fait de pot, de cannabis chez des jeunes adultes. C'était une étude qu'on voulait faire rentrer les gens en leur proposant de fumer pour la science et de l'argent, ce qu'on ne devrait plus voir maintenant. C'est tout à fait non éthique. On n'était pas pareil en 1973. La haute dose de cannabis, c'était 2,6 % la concentration, et la faible dose, c'était 1 %. Pour ceux qui connaissent un peu, qui sont déjà à SQDC par intérêt ou non, là, bien, des hautes doses, maintenant, on parle de 20 à 40 %. Fait que ça n'avait rien à voir en 1973, les hautes doses utilisées. Cette étude-là, dans le fond, a démontré ici, les graphiques, c'est un peu du charabia, mais ce que ça montre, c'est qu'effectivement, quand les jeunes adultes consommaient du cannabis, bien, on voyait une bronchodilatation. Donc, le flot d'air au niveau pulmonaire rentrait de façon mieux que s'il n'y avait pas de cannabis. Donc, effectivement, initialement, ça fait de la bronchodilatation d'inhaler du cannabis. Quand on regardait, ça c'est une autre façon de voir les choses, encore une fois, le cannabis inhalé, on voit que l'effet maximal, si on regarde ce graphique-là, on regarde en bas, c'est l'échelle du temps, on voit time en minutes, fait qu'on voit qu'après 15 minutes, on a vraiment un effet maximal de bronchodilatation. Là. On voit que les courbes sont au sommet. Fait que ça, c'est pour le cannabis inhalé. Quand on comparait ici au cannabis ingéré, on voit l'effet maximal de bronchodilatation, il va arriver 180 minutes plus tard. Là. Donc, c'est plusieurs heures après. Fait que c'est complètement différent du cannabis inhalé. Le fait de l'ingérer, ça va, donc l'effet, si on veut, maximal va arriver plusieurs heures plus tard. D'où ce que je vous disais au départ, si on prend du cannabis par la bouche, bien, il faut s'attendre à ce que l'effet arrive pas dans l'immédiat, mais vraiment plusieurs heures plus tard ou plusieurs minutes plus tard. Donc, au niveau pulmonaire, il n'y a pas de changement de la spirométrie. Là, quand on vous demande de souffler dans les appareils de spirométrie, il n'y a pas de changement en tant que tel de la fonction respiratoire tant qu'on n'a pas consommé à peu près 20 joints par année. Fait que ça veut dire 1 joint par jour pendant 20 ans ou 2 joints par jour pendant 10 ans. Fait que c'est quand même beaucoup de cannabis, là, donc fumer à tous les jours. Mais donc, ça n'arrive pas avant 20 joints année. Puis si ça arrive, en fait, c'est qu'il y a une augmentation du risque d'avoir effectivement une obstruction au niveau des bronches quand on fait des tests de souffle. Là. Nous, la façon qu'on voit ça en pneumologie, c'est qu'on fait un ratio de 2 valeurs. Donc, le VEMS, qui est la quantité d'air qui va sortir après 1 seconde lors d'une manœuvre qu'on vous demande de souffler à fond. Et la CVF, c'est la capacité vitale forcée, donc l'ensemble de l'air qui va sortir durant une manœuvre d'expiration maximale. Donc, pour parler d'une obstruction, ça nous prend un ratio des deux en bas de 70 %. Donc, ce ratio-là, en fumant du cannabis, ça ne devrait pas arriver à moins d'avoir fumé au 20 joints année, puis ça n'arrive pas chez 100 % du monde. On voit que le risque d'obstruction augmente juste de 2 fois. Puis ça se fait surtout à cause que la CVF va être plus augmentée plutôt qu'un VMS qui va être diminué, comme on peut voir en MPOC. Le problème avec les études qui ont regardé ça, c'est que dans ce temps-là, vu que c'était pas légal, il n'y avait pas beaucoup de recherches là-dessus. Puis souvent, les gens consommaient aussi du tabac en même temps. Fait que le tabac, on le sait, ça crée de la MPOC, ça crée de l'inflammation, ça c'est clair. Mais vu qu'il y avait beaucoup de co-consommation, c'était difficile de départager les deux entre le tabac et le cannabis. Donc, ici, on a une revue de littérature qui a été publiée là, sur les effets du cannabis sur les poumons. Et on voit que ce qui est clair, là, c'est qu'effectivement, du cannabis fumé, ça donne des symptômes au niveau respiratoire. Des symptômes qui s'apparentent à de la bronchite chronique. Donc, des gens qui vont avoir de la toux, qui vont avoir des sécrétions, qui vont avoir des silements au niveau du poumon, qui vont se sentir essoufflés. Le cannabis, c'est clair, ça fait de la bronchite chronique, comme on peut retrouver, comme le tabagisme peut le faire également. Au niveau des tests de souffle, tests de fonction respiratoire, TFR, comme c'est écrit ici, bien, dans les études, on peut trouver de tout. Fait qu'on peut voir qu'il n'y a aucun changement des fonctions respiratoires. On peut voir qu'on peut avoir une augmentation de la capacité vitale forcée ou encore du volume expiré maximal en 1 seconde. On peut retrouver une diminution du ratio des deux, donc une fameuse obstruction bronchique. Il y a d'autres études qui montrent qu'il n'y a aucune différence dans les différents paramètres respiratoires. Puis il y en a d'autres qui montrent qu'il y a des augmentations des paramètres. Fait qu'on peut trouver vraiment de tout. Puis encore une fois, le problème, c'est que ces études-là, c'était souvent faites avec des gens qui avaient co-consommé du tabac. Donc, c'était dur avant la légalisation de faire des études strictes là, et conformes.
Ça, ici, c'est une diapositive qui nous vient des guidelines du GOLD, là, pour le traitement de la MPOC, des guidelines mondiaux. Puis, donc, ça nous parle un peu de la pathogénèse, d'où peut venir la MPOC. Puis, on constate que oui, les facteurs environnementaux sont des causes de la MPOC, dont bien sûr la fumée de cigarette, ça c'est clair, ça c'est défini. Mais on va aussi souligner en rose que l'exposition à la fumée de cigarette passive, donc le fait d'avoir vécu avec un grand fumeur, même si nous, on ne fumait pas, ça peut causer de la MPOC. Et le fait d'être exposé aux produits du tabac comme à la pipe, le cigare, mais aussi à la marijuana, c'est vraiment écrit ici, sont des facteurs de risque pour avoir une MPOC. Donc ici, un autre tableau qui nous vient encore de ces guidelines-là sur le traitement de la MPOC, là, des classifications de où ça peut venir une MPOC. Bien, on voit que la MPOC, ça peut venir d'un déficit génétique, comme le fameux déficit en alpha-1 antitrypsine. Ça peut venir de causes développementales, donc in utero, durant le développement dans le ventre de notre mère, on peut avoir eu, si on veut, des défauts de fabrication. On peut avoir des petits pas de naissance en sortant du ventre de notre mère, puis là, déjà, ça nous prédispose à avoir des plus petits poumons, puis à développer éventuellement une maladie bronchique obstructive. Les causes environnementales, comme bien sûr la fumée de cigarette. Puis quand on voit, côté fumée de cigarette, on voit l'exposition au tabac. On voit aussi qu'il y a la mention du vapotage qui peut causer de la MPOC. Ça, on va y revenir plus tard dans la troisième partie. On voit que le cannabis est bien écrit là aussi. Puis ensuite de ça, bon, il y a les gens qui habitent dans des pays en développement qui vont faire de la cuisine avec de la biomasse qu'on appelle. Donc, ils vont brûler des choses pour faire de la cuisine, mais ça, à la longue, ça peut faire du dommage endobronchique puis créer une maladie pulmonaire obstructive chronique. Les infections en bas âge pourraient faire ça aussi. Des gens qui ont un asthme chronique mal contrôlé, ça peut finir par faire une obstruction fixe puis créer de la MPOC également. Fait que, comme vous voyez, il y a plein de causes qui peuvent expliquer une MPOC, mais à garder en tête que la cause la plus fréquente, ça reste la consommation du tabac. Donc, les effets du cannabis sur les poumons, même si c'est écrit dans les guidelines là, que oui, le cannabis pourrait créer de la MPOC, je vous ai bien démontré avant que les évidences n'étaient pas non plus absolues par rapport à ça. La même personne qui écrit la revue de littérature sur le sujet a émis un commentaire suite à la publication de ces guidelines-là en mettant en garde le fait que le cannabis pourrait créer une MPOC. Parce qu'on le sait que le THC, une des substances actives, aurait des propriétés anti-inflammatoires au niveau pulmonaire. On sait aussi que l'exposition à la fumée, lorsqu'on fume du cannabis, est quand même moins importante que le tabac de par la façon que ça se consomme. Les gens qui fument du cannabis, là, ils ne prennent pas plusieurs joints par jour, alors que la cigarette, un paquet par jour, ben, c'est 20 à 25 cigarettes. Ce n'est pas du tout la même quantité. Par contre, il y a un consensus réel, comme je vous mentionnais, que le cannabis, ça nous expose à développer une bronchite chronique, mais pas nécessairement une MPOC. Donc, ce qu'il disait là-dedans, dans ce commentaire-là, c'est qu'on a besoin d'études plus robustes pour étudier ce sujet. Puis maintenant que c'est rendu, entre autres, légal au Canada, mais c'est des choses qui vont pouvoir advenir dans le futur, puis on va pouvoir avoir plus d'informations par rapport à ça. Donc, d'autres effets du cannabis potentiellement sur le poumon, bien, il pourrait avoir un lien avec le cancer du poumon, mais encore là, les études, il y avait beaucoup de co-consommation avec le tabac, donc c'est pas clair. C'est pas clair si le cannabis augmente nécessairement le risque de cancer du poumon. Même chose pour le cancer des voies aériennes supérieures, donc les cancers ORL, par exemple, au niveau de la langue ou du fond de la gorge. Par rapport aux infections respiratoires, il y a des cas rapportés d'infections à champignons au niveau des poumons chez des gens qui avaient un système immunitaire diminué. Il y a des cas rapportés aussi de gens qui ont développé une tuberculose, donc une infection pulmonaire infectieuse, parce qu'ils avaient partagé une pipe à eau avec quelqu'un qui avait effectivement une maladie tuberculaire active. Augmentation du risque de pneumonie chez des gens qui ont un VIH. Puis, mais par contre, il y a une absence de lien avec une progression vers un sida. Puis pour ce qui est des bulles au niveau pulmonaire, des maladies bulleuses qu'on appelle, bien, il y a des cas qui ont été déclarés qu'on aurait plus de chances d'avoir des pneumothorax, donc des fuites d'air dans le poumon, ou encore ce qu'on appelle des pneumomédiastins, donc des fuites d'air autour du cœur, et des bulles au niveau des poumons. Donc oui, la marijuana, c'est pas nécessairement sans risque, mais c'est pas absolu non plus que ça donne des problèmes, parce qu'on manque de données par rapport à ça. Ici, étude intéressante qui a été faite dans le réseau de McGill, chez des gens qui avaient une MPOC avancée, qui était essoufflée à l'effort. On a voulu voir si leur donner du cannabis avant un effort, ça allait améliorer leurs compétences, ça allait diminuer leur sensation d'essoufflement. Donc, on avait 16 patients qui avaient une MPOC avec un VMS d'environ 36 %. Puis on leur donnait soit du cannabis réel ou un placebo. Puis on regardait, comme je vous disais, la réponse physiologique à l'effort, leur spirométrie, donc leur test de souffle, leur fonction cognitive,
cognitive, leur humeur et tout ça. Puis en conclusion, dans le fond, entre le groupe qui a eu une dose de cannabis et le groupe qui n'en a pas eu, il n'y avait pas de différence. Donc le cannabis n'a pas semblé aider les patients à avoir une meilleure tolérance à l'effort et à se sentir moins essoufflés, malheureusement. Ça aurait pu être une avenue intéressante là, pour soulager la sensation d'essoufflement. Un autre élément par rapport au cannabis et la santé respiratoire, bien, il y aurait peut-être un effet positif pour les gens qui souffrent d'apnée du sommeil. Donc, une étude qui a été faite chez 73 adultes qui prenaient un comprimé de cannabis là, avant d'aller au lit durant 6 semaines. Donc, on voit que les gens avaient soit un placebo, soit une petite dose de cannabis ou une plus grande dose. Puis, ce qu'on observait, c'est que ici, c'est un tableau qui montre l'index d'apnée du sommeil, là, donc le AHI qui est écrit à gauche du tableau. Puis en bas, on a les doses qu'on leur donnait, sont soit le placebo, la petite dose ou la grosse dose. Puis on voit qu'en donnant du cannabis, bien, on diminuait l'index d'apnée du sommeil. Donc ça semblait positif pour aider un peu à l'apnée, mais ça ne l'annulait pas non plus complètement. Fait que ça tout dépend d'où on part. Si on part d'une apnée sévère puis on diminue de 4 points, on reste encore sévère ou modéré. Fait que c'est pas non plus la panacée. Puis ici, on regardait par rapport à l'échelle de somnolence. Donc, de donner du cannabis, bien, malheureusement, les gens étaient plus somnolents. Fait que, bon, peut-être que ça devenu leur apnée du sommeil, mais ça ne les aidait pas à avoir plus d'énergie dans la journée. Donc, suite à ça, il y a eu des recommandations qui ont été faites par l'Académie de médecine du sommeil aux États-Unis. Puis ça dit que oui, il y a peut-être des effets potentiels bénéfiques du cannabis, mais il manque de preuves par rapport à ça. Fait qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas recommander de donner du cannabis aux gens pour traiter l'apnée du sommeil. Donc, ça fait du sens, là. On donne pas du cannabis, puis on ne propose pas ça pour traiter l'apnée du sommeil chez nos patients qui font d'apnée. Par rapport à l'insomnie, donc le cannabis, ça va diminuer la latence au sommeil. Donc, autrement dit, ça va aider les gens à s'endormir. Par contre, le défaut, c'est que oui, ça aide les gens à s'endormir, mais ça peut augmenter la somnolence dans la journée. Fait que, bon, ils vont peut-être mieux dormir, mais ils vont être fatigués ou s'endormir dans la journée aussi. Fait que c'est pas parfait non plus. Il y a une augmentation également du risque de dépendance. Fait qu'on ne veut pas devenir dépendant d'une substance pour dormir, sinon ça devient un cercle vicieux, tout ça. Par rapport au laryngospasme, donc le fait de faire un spasme du larynx, là, donc au niveau des cordes vocales, le fait d'abuser du cannabis, bien, ça augmente le risque de faire ça en post-opératoire. Donc c'est la pire affaire. On vient de se faire opérer avec une intubation, on se fait enlever le tube, puis là, finalement notre larynx se spasme, on ne peut plus respirer. Puis ça, c'est en lien avec le cannabis. Fait que ça, c'est des choses que les anesthésistes questionnent les patients avant de les endormir pour être sûr qu'il n'y ait pas d'abus de cannabis parce que ça a été effectivement, en fait, ça a été constaté puis ça a été publié dans un journal canadien, là, puis ça date de 96. Fait que ça fait longtemps qu'on sait cette chose-là. Donc ça met fin à ma partie cannabis. Maintenant, je vais vous parler du vapotage et de la santé respiratoire. Donc, le vapotage ou la cigarette électronique, vous voyez plein d'exemples sur la photo de droite. Donc, comme vous le savez peut-être, c'est des instruments qui fonctionnent à batterie qui servent à chauffer une solution qui contient habituellement un humectant, donc comme du propylène glycol ou du glycérol, de la nicotine ou une autre substance et une saveur souvent dans le but de livrer un aérosol qui va être inhalé par l'utilisateur. Donc, l'utilisation est multiple du vapotage. Ça peut aider les gens à cesser de fumer. Ça peut être utile pour consommer, avoir de sa nicotine dans les endroits où la cigarette est interdite ou encore de consommer du cannabis ou du cannabidiol sans fumer un joint, en fait, sans utiliser de produits de combustion. Donc, le vapotage, ça a quand même des conséquences potentiellement néfastes au niveau du poumon. En fait, ça a été prouvé, là. Puis ça, c'est différentes pathophysiologies possibles, donc explication de pourquoi le vapotage, ça peut nuire au niveau du poumon. Parce que la fumée de vapotage, en fait, ça ne vient pas de rien, là. Il y a quand même un élément chauffant qui chauffe une substance. Donc, c'est cette substance-là qu'on va inhaler. Puis là-dedans, il peut y avoir comme justement, pas les médicaments, mais l'odeur ou de la vitamine E qui pourrait faire des procédés inflammatoires au niveau du poumon. Donc, au niveau des voies aériennes, que chez quelqu'un qui vapote, bien, on peut remarquer une augmentation de la résistance des voies aériennes, la déposition de composés anormaux au niveau des voies aériennes, puis également une diminution du système immunitaire, donc la capacité à se défendre contre des micro-organismes. Au niveau des bronches en tant que telles, là, de la paroi des bronches, un peu c'est comme la peau, mais à l'intérieur des bronches, bien, on a une augmentation du stress oxydatif, donc autrement dit, c'est plus d'inflammation. On va avoir aussi un dommage tissulaire, puis on peut avoir une diminution du fonctionnement des petits cils au niveau des bronches qui ramènent les sécrétions qui vont remonter à la gorge qu'on va avaler ou expectorer. Donc, ça va faire en sorte que l'inflammation va rester plus au niveau des poumons et au niveau des alvéoles, donc où est-ce qu'il y a les échanges gazeux au niveau du poumon. Il va y avoir aussi de l'inflammation qui va se créer là, qui va entraîner une destruction des alvéoles et potentiellement pouvoir faire de l'emphysème.
Donc, les manifestations pulmonaires possibles du vapotage, on a vu donc qu'il peut y avoir des effets au niveau cellulaire, donc diminuer notre système immunitaire, le fonctionnement cellulaire. Des effets au niveau bronchique, le petit point B, en entraînant de l'inflammation des bronches, donc en pouvant créer du bronchospasme, de la toux, une production de mucus augmentée, ce qui peut entraîner des crises d'asthme, des exacerbations de maladies bronchiques. Ça peut avoir un effet au niveau de l'interstice du poumon, donc des alvéoles, puis créer des pneumonites, donc de l'inflammation du poumon, mais qui n'est pas due à des bactéries. Puis ça peut créer aussi ce qu'on appelle des évalies, donc des e-cigarettes acute lung injury, donc qui vraiment des dommages pulmonaires importants qui peuvent mener à une hospitalisation puis devoir aller aux soins intensifs. Puis ça peut potentiellement créer aussi des effets chroniques, mais qu'on ne connaît pas encore parce que ça ne fait pas assez longtemps que c'est utilisé, comme justement une MPOC, par exemple, ou de l'emphysème, ou même des cancers, peut-être. On verra dans le futur, mais pour l'instant, c'est clair qu'on ne sait pas. Donc, vapotage et MPOC, une étude publiée, je me rappelle, en 2019, qui regardait un peu les effets du vapotage sur le poumon comme pouvant créer de la MPOC. Donc, c'est une étude prospective qui a été publiée en 2019. Donc, autrement dit, des gens qu'on a étudiés, qu'on a introduits dans une étude, qu'on a suivis durant un certain nombre de temps pour être capable d'arriver à une conclusion. Donc, les gens qui intégraient l'étude avaient toute une bronchoscopie, donc un examen avec une caméra avec laquelle on va aller au niveau des poumons pour chercher pour faire des biopsies. On recherchait des protéases dans le lavage de ces gens-là. Donc, on envoie de l'eau stérile au niveau des poumons qu'on réaspire pour analyser. On regardait ça chez des non-fumeurs, des fumeurs et des gens qui vapotent. Et chez les gens qui vapotent, on a constaté qu'il y avait une relâche de protéases, donc de protéines qui dégradent le poumon, donc qui augmentent la protéolyse des poumons et donc qui augmentent le risque de MPOC. Donc, des protéases qui étaient aussi présents chez le fumeur, mais qui n'étaient pas présents chez le non-fumeur. Donc, le vapotage, effectivement, donne un risque de créer de l'emphysème. Une autre étude, là, que je parle juste de la conclusion, qui dit qu'effectivement, vapoter, il y a une augmentation possible du risque de MPOC. Donc, c'est pas banal de vapoter non plus. Un petit mot sur les EVALI, là, les e-cigarettes or vaping product associated acute lung injury. Donc, vous voyez à droite, j'ai mis des images de scan vous connaissez probablement pas ça, mais qui sont clairement pas normales. On voit que le poumon est blanc, a l'air d'être endommagé, donc il y a beaucoup d'inflammation dans le poumon. C'est une épidémie là, qu'on a vu naître juste un peu avant la COVID, là, dans les fins des années 2019, début 2020 aux États-Unis. Donc, c'était des cas d'atteinte pulmonaire sévère qui touchaient surtout les hommes et les jeunes hommes qui étaient en lien avec la cigarette électronique qui avait été utilisée pour soit prendre de la nicotine ou encore du cannabis. Les produits toxiques potentiels, c'était les saveurs qu'on met là-dedans, les composés organiques volatiles, des métaux lourds, suite aux substances qui sont finalement un peu chauffées pour être inhalées, pour être vaporisées. Les symptômes se développent en quelques jours à quelques semaines, d'essoufflement, de température, de toux. Les gens peuvent avoir des vomissements, de la diarrhée, des maux de tête, être étourdis, avoir des douleurs thoraciques. Donc, vraiment des symptômes qui peuvent s'apparenter à une pneumonie, par exemple. Ces gens-là avaient besoin d'être hospitalisés, d'aller parfois même aux soins intensifs et même d'être intubés. Donc, mettre un tube au niveau de la gorge pour être capable de bien respirer. Et il n'y avait pas de traitement à ce moment-là. On pouvait donner des fois ce qu'on appelle des corticostéroïdes, de la prednisone pour les aider à diminuer la réaction inflammatoire. Il y a eu des études qui ont été faites suite à ça pour voir d'où ça vient, ce phénomène-là. Et ce qu'on a remarqué, c'est que l'étiologie demeurait inconnue, mais qu'il n'y avait pas vraiment un lien avec les ingrédients à base d'huile comme la vitamine E. Et la toxicité chronique n'était pas encore connue parce que c'était une nouvelle maladie. Puis les symptômes étaient soit respiratoires, digestifs ou encore systémiques avec la température, de la fatigue. La durée pouvait être de jours à quelques mois. Et ce qu'on trouvait au niveau quand les gens étaient hospitalisés, on pouvait trouver un taux d'oxygène qui était bas, un cœur qui bat vite ou une respiration rapide, beaucoup d'inflammation dans le sang. Et au niveau pulmonaire, on voyait vraiment de l'atteinte pulmonaire avec de l'inflammation qui pouvait s'apparenter à de la pneumonie. Fait que bien sûr, pour diagnostiquer ça, il fallait éliminer des causes d'infection comme des bactéries ou des virus avant de conclure à ça. Maintenant, je vais passer à un autre petit chapitre. Donc, arrêt tabagique et vapotage. C'est quoi les preuves qu'on a par rapport à ça? Donc, ici, je vais vous faire un peu un petit historique. Là. On a un premier article qui date de 2016 qui faisait une revue systématique de ce qui avait été publié pour voir si, oui ou non, la cigarette électronique, ça pouvait aider à l'arrêt tabagique. Donc, ici, le tableau est probablement petit ou non, dépendamment où est-ce que vous êtes et sur quel écran vous regardez. Là. Mais c'est un graphique qui montre un peu les différentes études sur l'arrêt tabagique et le vapotage. Puis, en conclusion, ça montre que finalement, en 2016, on n'avait pas de preuve que la cigarette électronique, c'était plus efficace pour arrêter de fumer.
Donc, on concluait qu'il y avait probablement finalement moins de gens qui arrêtaient de fumer avec la cigarette électronique dans cette revue systématique qui avait été faite en 2016. Donc, une autre étude qui a été faite aux États-Unis en 2017 qui regardait un peu la consommation chez les jeunes, puis le fait d'avoir déjà essayé la cigarette électronique ou être un utilisateur actif, ça augmentait effectivement les chances de fumer la cigarette finalement. Fait que si on utilisait la cigarette électronique chez les jeunes, on avait plus de chances de commencer à fumer. Donc, c'est l'inverse de ce qu'on veut finalement. Et ici, une étude qui a été publiée, encore une fois, dans une revue prestigieuse de médecine en 2019 qui regardait la cessation tabagique. On comparait la cigarette électronique aux thérapies de remplacement de nicotine comme les patchs, les pastilles, les gommes. Puis on voyait que l'abstinence à 1 an était quand même meilleure avec la cigarette électronique. Donc, il y avait plus de gens qui arrêtaient de fumer avec ça. C'était 1 sur 5. Par rapport aux thérapies de remplacement de nicotine qui étaient 1 sur 10. Fait que c'est pas non plus la panacée, là. C'est pas tout le monde qui a arrêté, c'est un patient sur 5 versus une personne sur 10. Et l'utilisation à 1 an des produits de cessation tabagique, les gens qui avaient commencé la cigarette électronique étaient beaucoup plus susceptibles de continuer à l'utiliser 1 an plus tard. Donc, 4 personnes sur 5 ici continuent à utiliser la cigarette électronique par rapport à 1 personne sur 10 avec les patchs de nicotine, par exemple. Moi, j'en entends des gens là, qui deviennent dépendants aux patchs. C'est vrai que ça arrive, parce que dans le fond, ce qu'on recherche en fumant, c'est la nicotine. On essaye de donner la nicotine d'une autre façon pour aider les gens à se débarrasser de la cigarette et des effets néfastes de la cigarette, mais on peut devenir dépendant à la nicotine par patch. Ce qui est quand même moins pire, parce que là, on ne fume plus, puis ce qui est toxique pour le poumon, c'est la fumée, c'est pas la nicotine, mais quand même. On voit que les gens qui continuent à fumer, qui prennent la cigarette électronique, ont plus de chances de continuer à l'utiliser. Puis ça, c'est problématique. Pourquoi? Ici, des données qui nous viennent de 2020 qui estimaient qu'environ 2,3 % de la population des États-Unis utilisent une cigarette électronique. 40 % des utilisateurs fument aussi la cigarette, puis environ 40 % sont des anciens fumeurs, donc ils ont arrêté de fumer puis ont pris la cigarette électronique en remplacement. Le problème, c'est que c'est pas clair si la cigarette électronique, ça aide vraiment les fumeurs à cesser, parce qu'on a plus de chances en continuant à consommer, à utiliser une cigarette électronique, de recommencer à fumer. Donc oui, ça peut aider à arrêter, puis tant mieux, mais si on continue à l'utiliser, on a plus de chances de retomber dans la cigarette. Donc c'est ce qui est mentionné également dans cette étude-ci. Donc l'utilisation de la cigarette électronique est associée à une augmentation du risque de rechute au tabac pour les fumeurs, des anciens fumeurs récents, mais même à long terme. Donc, ça peut être bien d'arrêter de fumer avec la cigarette électronique parce que ça a quand même, en théorie, moins d'effets néfastes que la cigarette conventionnelle, mais il faut éventuellement l'arrêter. Il ne faut pas la continuer. Donc, la revue, pour conclure sur ce sujet-là, une revue Cochrane qui a été publiée en novembre 2022 avec toutes les données à jour par rapport à l'utilisation de la cigarette électronique pour arrêter de fumer, dit que effectivement, ça peut aider à cesser de fumer pour au moins 6 mois. Donc oui, on est capable d'arrêter de fumer au moins pendant 6 mois. Ça montre que ça fonctionne mieux que les thérapies de remplacement nicotinique, puis ça fonctionne mieux que les cigarettes électroniques sans nicotine. Ça fonctionne mieux aussi que ne rien faire comme support ou de faire une thérapie cognitivo-comportementale. Par contre, ça prend plus d'évidence, surtout en lien avec les nouvelles cigarettes électroniques qui relâchent la nicotine de façon plus adéquate, parce qu'une livraison améliorée, ça pourrait augmenter la cessation tabagique. Donc, il semble avoir du bénéfice peut-être là-dedans, mais ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas continuer à long terme. Fait que si on conclut en lien avec la cigarette électronique et la cessation tabagique. Donc, on augmente les chances de cesser de fumer au moins transitoirement, au moins pendant les premiers 6 mois, comme on a vu. On augmente les chances aussi de recommencer le tabac si on continue d'utiliser la cigarette électronique dans le temps. Il faut faire attention de remplacer une dépendance par une autre. On est à risque d'effets secondaires avec la cigarette électronique, comme on a vu, de bronchite chronique, puis même éventuellement à long terme, peut-être de MPOC. Puis si on utilise la cigarette électronique pour arrêter de fumer, bien, il faut arrêter la prise dès que possible, une fois qu'on a réussi à arrêter. Et dernière slide, les messages clés. Donc, la prévalence de la consommation du cannabis est assez stable depuis la légalisation. Fait qu'on avait peur que ça parte en peur, c'est pas le cas. Le vapotage, c'est surtout présent chez les jeunes adultes, puis ça a des effets néfastes. La consommation du cannabis et le vapotage ne sont pas sans risque pour la santé pulmonaire. Les 2 causent des symptômes de bronchite chronique, donc vapotage et cannabis. Et il y a un lien possible entre le cannabis, le vapotage et la MPOC. Et ça va nous prendre, bien sûr, plus de recherches sur le sujet pour en approfondir nos connaissances. Donc, merci beaucoup. Je prendrai les questions. Alors, merci beaucoup, Dr. Lévesque, pour votre présentation super intéressante. On va passer maintenant à la période des questions.
Et pour les questions qui ne seront pas répondues, s'il y en a par la suite, on va les répondre comme on avait fait dans un document plus tard. Alors, la première question. Y a-t-il des effets de la fumée secondaire avec le vapotage comme avec le tabac? C'est une excellente question. Écoutez, possiblement. On ne le sait pas à l'heure actuelle. Comme on a vu, là, ces données-là sont très jeunes, sont très préliminaires. C'est sûr que la cigarette électronique, ça fait aussi une bruine, une vapeur, on le voit là, quand les gens fument ça dans la rue. Donc, potentiellement que oui, en fait. Si quelqu'un est juste à côté d'une personne qui fume la cigarette électronique puis qui fume de façon importante, qui en consomme de façon importante, peut-être que oui. Mais il manque de données par rapport à ça à l'heure où on se parle. Mais c'est clair que c'est probablement que oui. Merci. Pour la deuxième, laquelle des méthodes est la plus conseillée pour l'utilisation du cannabis, qui est la moins nocive, qui dépose moins dans les poumons? Ça aussi, c'est une excellente question. Comme on a vu, en fait, le mieux, là, c'est vraiment, si on veut prendre du cannabis, c'est de le prendre de façon ingérée. Donc, c'est le prendre par la bouche, là, donc des trucs en vente qui peuvent être en vente libre à la SQDC, là, ou encore de se faire soi-même là, des muffins avec du cannabis à l'intérieur. C'est ça le mieux, honnêtement, pour l'effet du cannabis sans que ça endommage le poumon. Puis sinon, si on veut vraiment le prendre de façon inhalée, bien, ça serait de le prendre de façon vaporisée. C'est quand même moins néfaste que de le fumer. Mais idéalement, il faut le consommer par la bouche. D'accord. Alors, on vous remercie énormément pour votre présentation. Beaucoup. Bonne journée.